Belphégor par Arthur Burnett. Première partie, le mystère du Louvre. Chapitre 3, Simone Desroches. Le même soir, vers 11h, une file d'autos de maître, auxquels se mélangeaient quelques rares et modestes taxis, stationnait rue Boileau, à Auteuil, près d'un hôtel particulier, à l'architecture très moderne. De nouvelles voitures ne cessaient d'arriver, amenant de nombreux invités. Ceux-ci, après être entrés dans la maison et avoir remis leurs manteaux et leurs chapeaux au vestiaire, au lieu de pénétrer dans les salons, d'ailleurs plongés dans l'ombre, longeaient, sous la conduite de valets de chambre en impeccable livrée, la longue galerie, qui desservait tout le rez-de-chaussée, traversaient un petit jardin très ombragé et pénétraient dans un vaste atelier dont la décoration n'était pas sans évoquer le souvenir des manifestations les plus outrancières de feu l'exposition des arts décoratifs. À la clarté discrète de lampes voilées, on distinguait dans cette pièce, encombrée de divans profonds et de sièges aux formes cubiques, une foule qui, dès le premier abord, semblait singulièrement mélangée. Inévitable snob, toujours prêt à s'enthousiasmer de ce qui ennuie les uns et à déclarer infect ce qui plaît aux autres. Vieille dame, aux cheveux coupés à la Ninon et même à la garçonne. Jeune bohème des deux sexes, accouru de la Rotonde et du dôme de Montparnasse, rimailleur famélique, échappé du lapin agile de Montmartre. Rares gens du monde, authentiques, qui semblaient déjà regretter de s'être fourvoyés, par curiosité, dans ce milieu vraiment par trop original. Une vive lueur qui provenait d'un plafonnier invisible éclaira tout à coup, dressée debout sur une estrade aux tentures sombres, une jeune femme d'une remarquable beauté, drapée dans une sorte de péplum blanc qui laissait apparaître ses épaules de marbre et ses bras magnifiques. On eût dit une fée shakespearienne, s'évadant tout à coup de la nuit. C'était la maîtresse de la maison, mademoiselle Simone Desroches, jeune déesse mondaine qui s'apprêtait à déclamer sa dernière œuvre devant ses amis. Tout d'abord, elle promena ses grands yeux sur ses invités, tous figés en une attitude dévotieuse. Son regard s'arrêta un moment sur la porte d'entrée, comme si elle n'attendait plus que quelqu'un, qu'elle avait hâte de voir, pour attaquer les premières strophes de son poème. Mais la porte demeurait obstinément close. Simone ne put réprimer un léger soupir. Mais comprenant, au frémissement qui courait parmi l'assistance, que l'on commençait à trouver un peu trop long ce silence préparatoire, Simone attaqua d'une voix harmonieuse. Les fleurs du mensonge, ode symphonique. Et sur un ton de mélopée, elle poursuivit, en appuyant chaque mot et en scandant chaque syllabe. Mon âme est une forteresse, dont j'ai fait le jardin de mon cœur. Mon cœur est le jardin terrestre, où s'étiolent d'étranges fleurs. Laissons la poétesse infliger à ses hôtes un long supplice, que nos lecteurs ne nous pardonneraient pas de leur faire partager. Et ne nous occupons plus que de la femme, d'ailleurs captivante entre toutes, qu'était Simone Desroches. Unique enfant d'un banquier de Paris très connu, elle avait perdu sa mère de bonne heure. Son père, entièrement absorbé par ses affaires, avait dû confier l'éducation et l'instruction de sa fille à une institutrice d'origine scandinave, mademoiselle Elsa Bergen, qui, tout en meublant l'esprit de son élève des connaissances les plus étendues et en développant ses réelles aptitudes artistiques, n'avait pas su lui inspirer les principes qui eussent fait d'elle une vraie jeune fille. D'un caractère indépendant et d'un esprit romanesque, à la mort de son père, qui était survenu très peu de temps après sa majorité, Simone avait décidé de vivre sa vie. À la tête d'un héritage que l'on disait considérable, elle avait acheté cet hôtel d'Auteuil, où elle s'était installée avec Elsa Bergen, qui, grâce à l'ascendant qu'elle avait pris sur son ancienne pupille, avait réussi à se faire attacher à elle en qualité de dame de compagnie. Alors Simone, qui se croyait une grande poétesse, avait réuni autour d'elle une cour d'admirateurs, subjugués par sa beauté ou simplement attirés par l'appât de sa fortune. Parmi eux, on remarquait un certain Maurice de Thouars, fils de famille décavée, qui représentait une marque d'automobile toujours à court de capitaux. Très beau, très sportif, véritable don Juan de dancing et de bar,
et par conséquent très infatué de sa personne, il s'était vite convaincu qu'il n'avait qu'un mot à dire pour que la belle Simone tombât dans ses bras. À son vif désappointement, celle-ci lui avait déclaré : « Je ne veux pas plus d'un mari que d'un amant. J'entends rester moi-même et ne pas m'embarrasser d'entraves qui me coûteraient ma liberté. » Mais elle avait compté sans l'amour, qui ne devait pas tarder à s'emparer victorieusement, tyranniquement de son âme. Simone Desroches, 3 mois après, était devenue l'esclave de son cœur. La forteresse s'était laissée prendre, et c'était Jacques Bellegarde qui en était le vainqueur. Ils s'étaient rencontrés en Syrie, où Simone excursionnait, et où Bellegarde se trouvait en tournée de reportage. Ils avaient d'abord vécu en camarades, mais bientôt l'atmosphère, le décor, quelques aventures pittoresques et même corsées, au cours desquelles le jeune journaliste eut l'occasion de donner la mesure de sa vive intelligence, de son adresse et de son courage, avaient eu raison de ses principes de poétesse, et elle s'était donnée à Jacques, avec la même ardeur qu'elle avait mise à se défendre contre les attaques de ses autres soupirants. Mais dès leur retour à Paris, Simone s'était montrée une compagne tellement inquiète, jalouse et tyrannique, qu'elle en était arrivée à refroidir et même presque à éteindre le sentiment très vif et très sincère qu'elle avait inspiré au reporter. Celui-ci, soucieux avant tout de conserver intacte sa dignité d'homme et de remplir consciencieusement ses obligations professionnelles, ne supportait plus qu'avec peine l'esclavage dans lequel Simone voulait la servir. Elle, au contraire, s'était attachée de plus en plus à lui. Elle rêvait même de mariage. Il refusa. Elle était riche. Lui n'avait que son talent pour toute fortune. Alors ce furent des drames, des scènes, des reproches, des prières qui excédaient Bellegarde. Il songea à la rupture. Seule une crainte l'arrêta, celle que Simone, dans l'exaspération de son désespoir, ne cherchait à se tuer, ainsi qu'elle l'en avait plusieurs fois menacé. Et voilà pourquoi, bien qu'il éprouvât surtout après le mystérieux billet signé Belphégor, le besoin de se recueillir au moment où allait s'engager entre le fantôme du Louvre et lui un duel qu'il pressentait implacable, il avait décidé d'aller faire acte de présence chez Simone, quitte à filer à l'anglaise si la séance se prolongeait trop avant dans la nuit. Lorsqu'il pénétra dans l'atelier, Simone achevait son ode symphonique, au milieu des acclamations frénétiques et des cris pâmés de son entourage. Dès qu'elle aperçut Jacques, son visage se colora d'une expression de joie que tous attribuèrent au plaisir et à la fierté que lui causait son triomphe. En réalité, peu lui importaient ses bravos, ses cris d'admiration, ce concert d'éloges. Maintenant qu'il était là, elle ne voyait plus que lui, et c'est vers lui seul qu'elle voulait aller, à lui seul qu'elle voulait être. Mais le flot de ses invités la pressait, l'emprisonnait, l'étouffait. Des esthètes voulaient lui baiser les mains, le baron Papillon, le riche collectionneur, et la baronne, aussi snob que riche et aussi sot que vain, proféraient, lui d'une voix de basse profonde, et elle, d'un ton criard et suraigu de soprano léger, des louanges, qui tendaient à prouver qu'ils étaient aussi connaisseurs en poésie qu'en bibelot. Le beau Maurice de Thouars, qui avait réussi à s'approcher de l'artiste, s'apprêtait à lui adresser ses plus chaleureux compliments. Mais Simone, qui avait réussi à échapper à la cohue bourdonnante, le repoussait en disant « Je vous en prie, laissez-moi, je n'en puis plus, je suis brisée. » Et rejoignant vite Jacques Bellegarde, elle lui tendit la main, tout en disant d'une voix mourante « Ah, vous voilà, vous, enfin !» Puis tout en la regardant longuement d'un air de tendre reproche, elle ajouta tout bas « Pourquoi viens-tu si tard ? Je n'ai pas pu... Tu vas rester ? C'est impossible, cette affaire du Louvre. » Un prétexte. Je t'assure que c'est très sérieux. Laisse-moi te raconter. C'est inutile. Pourquoi ? Je préfère t'épargner un mensonge. Tu verras demain dans les journaux. Je ne lis jamais les journaux. Des domestiques apportaient sur des plateaux des rafraîchissements vers lesquels se ruaient les invités, qui n'étaient pas tous des gens d'une éducation parfaite. La poétesse et le reporter continuaient à s'entretenir à voix basse. Maurice de Thouars, qui les observait avec une expression de jalousie mauvaise, se dirigea vers une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux presque blancs, au visage naturellement sévère, et qui, dès le début de la soirée, affectait de se tenir discrètement à l'écart. C'était Elsa Bergen,
la demoiselle de compagnie de Simone. Tout en lui désignant d'un coup d'œil significatif les deux amoureux, M. de Thouars lui murmura, non sans une certaine amertume. « Toujours aussi toqué de ce journaliste ?» ?»« Ne m'en parlez pas, » répliqua Elsa Bergen d'un air pincé. « Elle veut l'épouser. » Le beau Maurice eut un léger sursaut. La Scandinave reprenait. « Mais il refuse. Il prétend qu'elle est trop riche pour lui. » Puis elle ajouta sur un ton de confidence. « Je crois plutôt qu'il en a assez. » Le fait est qu'ils ont l'air de se disputer ferme. Elle lui fait encore une scène. Elle est terrible. Il finira par se lasser, prédisait mademoiselle Bergen. Tant mieux, fit Maurice de Thouars avec un inquiétant sourire. Un virtuose à l'air grave et ennuyé venait de s'installer devant un grand piano à queue de concert. Et projetant d'un air inspiré ses 10 doigts sur le clavier, il fit résonner un accord dont la dissonance eut le don d'imposer silence à tous et de figer chacun à sa place. Le baron Papillon, assourdi par ce tapage, s'approcha de Simone et lui demanda « Quel est ce virtuose ?» Profitant que l'attention de mademoiselle Desroches était distraite par le riche collectionneur, Jacques Bellegarde s'esquiva rapidement, et lorsque Simone se retourna, elle le vit franchir le seuil de la porte. Un cri faillit lui échapper, mais elle se contint. 2 perles au bord de ses cils révélèrent seulement la grande douleur qui était en elle. Alors, tandis que le pianiste continuait le fracas de son tonnerre inharmonieux, la jeune poétesse s'assit tristement sur un siège et se cachait la figure entre les mains. « Quel artiste !» murmura M. Papillon en désignant Simone à sa femme. « On dirait qu'elle pleure, fit la baronne. » Simone pleurait en effet, mais ce n'était pas l'émotion artistique qui lui arrachait ses larmes, c'était son amour en détresse, son rêve brisé. Jacques Bellegarde avait regagné aussitôt son petit rez-de-chaussée de l'avenue d'Antin, et après une nuit de repos bien gagnée, et même une assez grasse matinée, il s'était levé très en forme et prêt à reprendre son enquête. Comme il passait de son cabinet de toilette dans sa chambre, il aperçut assise dans un fauteuil et lisant Le Petit Parisien sa femme de ménage, qui n'était autre que Marie-Jeanne, l'épouse légitime de Pierre Gautret, le gardien du Louvre. Plongé dans sa lecture, Marie-Jeanne ne l'avait pas vue venir. Pendant un instant, il la regarda d'un air amusé, puis tout à coup, il frappa dans ses mains. La plantureuse commère eut un cri de surprise et de frayeur. « Le fantôme !» Mais reconnaissant le journaliste, elle fit la main sur son cœur, comme pour en comprimer les battements. « Excusez-moi, monsieur Jacques, j'étais en train de lire votre article. Il est rudement tapé. » Et tout en déposant le journal sur la table, elle allait se retirer, mais Jacques la rappela. « Un mot, madame Gautret. »« À votre service, monsieur Jacques, » fit la brave femme en se rapprochant. Bellegarde réfléchit quelques instants, puis reprit. « Pouvez-vous me rendre un grand service ?»« Avec plaisir, monsieur Jacques. Vous êtes si gentil pour moi. C'est grâce à vous si je vais parfois au théâtre presque à l'œil, et à la Chambre des députés sans rien payer du tout. Aussi, croyez que si c'est en mon pouvoir... » D'un geste amical, le reporter arrêta le flot de paroles qui menaçait de le submerger. Puis l'air grave et pesant, bien chaque mot il fit. « Il faut que votre mari m'aide à me cacher ce soir dans la salle des dieux barbares. »« Diable !» s'écria Marie-Jeanne. « Ça ne va pas être commode. » Jacques insistait. « Mais si, voyons. Je veux bien essayer, seulement... » Une sonnerie électrique vibrait dans l'antichambre. « Allez voir, » ordonna le journaliste. « En tout cas, je n'y suis pour personne. » La femme de ménage s'en fut, pour revenir presque aussitôt, annonçant d'un air d'hostilité. « C'est encore elle. » Jacques eut un geste d'agacement. « En voilà un crampon !» souligna Marie-Jeanne. Et comme Bellegarde, nerveusement, écrasait dans un cendrier la cigarette allumée qu'il tenait à la main, elle demanda. « Faut-il lui dire que vous n'êtes pas là ?»« Non, répliquait Jacques. Elle serait capable de m'attendre dans la rue. Faites-la entrer dans mon bureau. » Lorsque Marie-Jeanne eut disparu, le reporter grommela entre ses dents. « Cette femme me rend la vie intenable, cela ne peut pas durer. » Et après avoir arpenté 2 ou 3 fois sa chambre, cherchant le moyen de rompre avec Simone sans trop de tracas, il ouvrit la porte qui donnait dans son cabinet de travail. Mademoiselle Desroches, qui semblait émue, angoissée,
s'enfuit vers lui, et tirant brusquement un billet de son sac, elle le tendit au journaliste en disant d'une voix tremblante. « Voilà ce que je viens de recevoir. » Jacques prit le message et lut. « Mademoiselle, je sais combien vous vous intéressez à monsieur Jacques Bellegarde. Aussi je vous conseille vivement d'user de toute l'influence que vous avez sur lui pour l'empêcher de s'occuper plus longtemps de l'affaire du Louvre. Sinon, il est condamné. Belphégor. »« Pas possible !» fit le reporter en affectant de sourire. « Je t'en supplie, » s'écria Simone. « Renonce à cette enquête. »« Tu es folle !» ripostait Jacques. « Tu ne m'aimes plus, » haletait la jeune femme. Et elle se laissa tomber sur un siège, les épaules secouées par de douloureux sanglots. Bellegarde, gêné, se rapprocha d'elle, puis avec plus de douceur, il lui dit « Voyons, sois raisonnable. » Être raisonnable, n'est-ce pas demander l'impossible à une amoureuse? N'est-ce pas surexciter, exaspérer le déchaînement de ses inquiétudes? Relevant la tête, Simone protestait. « C'est précisément parce que je suis raisonnable que je te supplie de m'écouter. » Et d'une voix fébrile, elle accentua. « Jacques, j'en ai le pressentiment. Tu cours un grand danger. »« Moi ? Oui, toi. Mais non. Ce matin, contrairement à mes habitudes, j'ai lu les journaux, qui rendaient compte de l'assassinat du Louvre. Eh bien, à peine les avais-je terminés que je recevais ce billet. J'ai reçu le même hier soir. Et tu n'y attaches pas plus d'importance ? Malice cousue de fil blanc. Comment cela ? Hier, j'ai très bien compris que je gênais l'inspecteur Ménardier, qui est chargé de cette affaire. Et maintenant, j'en suis sûre, c'est lui qui aura employé ce subterfuge pour se débarrasser de moi. Un policier tel que lui, objectait Simone, n'emploierait pas des procédés aussi enfantins. Pour moi, cette missive est réelle, Jacques. Je t'en supplie, renonce à une entreprise où, j'en ai la conviction, tu t'exposes au plus grave danger. Oh, je t'en prie, scandait le journaliste excédé. Bouleversée, la jeune femme s'écriait. S'il t'arrive malheur, je ne te survivrai pas. Ma pauvre Simone, reprenait Jacques Bellegarde, tu es une grande romanesque. Elle n'eut qu'un cri. Je t'adore. Jacques, presque malgré lui, détourna la tête. Lentement, il dégagea ses mains que sa maîtresse tenait emprisonnées dans les siennes. Puis il s'enfuit vers son bureau, ouvrit un tiroir et y referma le message que mademoiselle Desroches venait de lui remettre. Celle-ci, qui ne l'avait pas quitté des yeux, murmurait accablée. « Je sens bien que tout est fini. » D'un mouvement brusque, comme si elle rassemblait le restant de ses forces, prête à l'abandonner, elle se leva. Bellegarde eut un geste, mais un geste vague pour la retenir. « Adieu, » fit-elle en chancelant. Dans ce mot, il y avait tant de détresse que Jacques eut l'impression qu'un glas tintait à ses oreilles. Angoissé, il lui barra la route. Elle s'effondra dans ses bras. En sentant son étreinte l'enserrer avec désespoir, son cœur battre contre le sien si précipitamment qu'on eût dit qu'il allait se briser, Jacques, envahi par une de ces pitiés d'autant plus fortes qu'elles sont la dernière flambée d'un amour qui s'éteint, ne put que murmurer. « Calme-toi, nous allons déjeuner ensemble. »« C'est vrai ?» s'exclama Simone, avec un sursaut de joie presque enfantine. « Oui. Où cela ? Aux Glycines ?» Une expression de joie subite illumina le visage douloureux de la jeune femme. Jacques déposa un baiser rapide sur son front fiévreux, puis il sonna Marie-Jeanne. « Ma canne, mon chapeau !» fit-il. Simone sortit de son sac une petite boîte à poudre, et se campant devant une glace, elle s'efforça de faire disparaître les traces de son chagrin qui rougissait ses beaux yeux si tendres. La femme de ménage revenait avec les objets demandés. Le reporter lui glissa à l'oreille. « Surtout n'oubliez pas de demander à votre mari. » Marie-Jeanne eut un geste d'acquiescement. Puis Jacques et Simone gagnèrent le dehors. Alors, tout en les regardant s'éloigner, madame Gautret grommela. « Faut-il qu'il en ait du courage, monsieur Jacques, pour passer la journée avec cette raseuse et la nuit dans la salle des dieux barbares. » Belphégor par Arthur Burned. Première partie, le mystère du Louvre. Chapitre 4. Le restaurant des Glycines. Le restaurant des Glycines était, au moment où se déroule cette histoire, l'établissement le plus en vogue du bois de Boulogne. Ce jour-là, à l'heure du déjeuner, il faisait un temps magnifique. Profitant des premières caresses du printemps, une clientèle très sélecte avait envahi la plupart des tables
qui se dressait dans le joli décor de verdure d'un beau jardin fleuri et ombragé. Un homme, déjà d'un certain âge, habillé avec une sobre élégance, au regard très vif sous ses lunettes à monture d'écaille, à la barbe et aux cheveux grisonnants, et qu'accompagnait une délicieuse jeune fille vêtue d'une toilette d'une fraîcheur exquise et d'un goût parfait, venait de s'installer sous un parasol. Leur entrée était passée inaperçue, même à Bellegarde et à Simone Desroches, qui, à une table voisine, venaient d'attaquer de savoureuses tartines de caviar. S'approchant des nouveaux arrivants, le maître d'hôtel tendit la carte à la jeune fille, mais celle-ci, la remettant au vieux monsieur, fit d'une voix claire, harmonieuse. « Commande, papa, tu t'y entends beaucoup mieux que moi. »« Entendu, ma petite Colette. » À ces mots, Jacques retourna légèrement la tête. Il ne put réprimer un léger mouvement de surprise. Il venait de reconnaître la charmante personne que, la veille, il avait rencontrée boulevard Sébastopol. Elle, de son côté, en apercevant le journaliste, esquissa un rapide sourire. Puis, baissant les yeux, tandis que son père commandait le menu, elle prit l'un des œillets semés sur la table et, l'approchant de son visage, elle parut prendre un vif plaisir à en respirer le parfum. Simone, toujours aux aguets, n'avait pas été sans saisir au passage cette petite scène rapide dont aucune nuance ne lui avait échappé. « Tu connais ces gens ?» demanda-t-elle tout bas à son ami. « Pas du tout, » répliqua celui-ci, en affectant un air indifférent. « Tiens, je croyais… » Simone se tut, rongeant son frein. Tandis qu'on apportait les quenelles de Brochet au Bourgogne, Jacques ne put s'empêcher de jeter à la dérobée, à l'adresse de la jolie Parisienne, quelques furtifs regards que Simone ne manqua pas de surprendre. Alors brusquement, les sourcils froncés, elle lança à Jacques d'un ton bref. « Tu es toujours décidé à t'occuper de cette affaire du Louvre ?» Sans doute, le vieux monsieur et sa fille avaient-ils surpris ce propos, car ils échangèrent un rapide coup d'œil, qui pour un observateur avisé aurait pu paraître quelque peu étrange. Jacques, distrait, ne répondait toujours pas à la question que venait de lui poser son ami. Celle-ci, de plus en plus nerveuse, s'écriait « Tu pourrais au moins m'écouter quand je te parle. » Jacques tressaillit, puis il fit, un peu gêné. « Que me disais-tu donc ?»« Rien, » répliqua Simone, en prenant une attitude boudeuse. Le maître d'hôtel, avec des gestes onctueux, sacerdotaux, disposait sur les assiettes les appétissantes quenelles. Bellegarde tourna légèrement la tête vers la table voisine. Colette continua à parler à son père sur un ton de confidence. Bientôt son regard, tout pétillant de malice, s'obliqua vers le journaliste, qui accentua involontairement son sourire. Cette fois, c'en était trop. Jetant rageusement sa serviette sur la table, Simone martelait. « J'en ai assez !» Jacques, déconcerté, tenta. « Voyons, qu'est-ce qu'il y a encore ?» D'une voix agressive, la jeune femme poursuivait. « Parce qu'une jeune personne mal élevée te regarde avec effronterie. Tu te figures tout de suite… Simone, je t'en prie. »« Laisse-moi, j'ai vu ce que j'ai vu, n'est-ce pas ?» Jacques voulut la calmer, mais en vain. Elle se leva et, s'emparant de son sac, toute frémissante de colère contenue, elle lança au journaliste, sur un ton qui n'admettait pas de réplique. « Ça va, adieu. » Et elle s'en fut, après avoir adressé à Colette un regard foudroyant, et sans que Bellegarde, littéralement médusée, eût rien tenté pour la retenir. Au moment où il s'apprêtait à adresser des excuses à ses voisins, qui d'ailleurs n'avaient paru prêter aucune attention à cette algarade, un chasseur survenait, annonçant « On demande M. Claude Barjac au téléphone. » Le vieux monsieur se leva aussitôt et suivit le chasseur. Colette, demeurée seule, dirigea ses yeux vers le journaliste, qui s'était remis à manger ses quenelles d'un air distrait et renfrogné. Sans doute subit-il l'attraction de cette âme qui déjà semblait se pencher vers la sienne, car bientôt son regard se croisa avec celui de la jeune fille, et il y découvrit tout à coup une expression de douceur et de bienveillance qui était comme un acquiescement tacite aux excuses qu'il n'avait pas encore eu le temps de lui présenter. S'enhardissant, il allait lui parler, mais M. Barjac revenait, et tout en s'asseyant en face de sa fille, il lui murmura d'un air énigmatique « C'est pour ce soir. » D'un rapide clignement d'œil,
Colette lui désigna le reporter, qui, pour se donner une contenance, vidait d'un trait son verre de grave. Un sourire un peu narquois se dessina sur les lèvres de M. Barjac, tandis que derrière ses lunettes, ses yeux avaient d'étranges pétillements. Et Jacques, comprenant malgré tout le désir qu'il avait d'entamer la conversation avec sa jolie voisine, qu'il risquait de se rendre un tantinet ridicule, en donnant suite à un incident qui semblait apaisé, prit dans son portefeuille un pneumatique, et à l'aide de son stylo y traça ces mots. « Ma chère Simone, bien qu'il m'en coûte beaucoup de te faire de la peine, il m'est impossible de supporter plus longtemps tes scènes de jalousie, aussi ridicules qu'injustifiées. » Le maître d'hôtel s'approchait de lui, la carte à la main. « Et maintenant, demandait-il, qu'est-ce que monsieur choisit ?»« J'ai fini, répliquait Bellegarde. Donnez-moi l'addition. » Et il continua à écrire. « Mieux vaut donc ne plus nous revoir, puisque nous ne nous comprenons pas, et que nous ne pouvons plus nous entendre. Ne m'en veux pas d'une décision que toi seul as provoquée et rendue irrévocable. Adieu, Jacques. » Le reporter cacheta son pneu et traça l'adresse. Un garçon apporta l'addition qu'il régla rapidement. Puis, tandis qu'on lui remettait son vestiaire, il glissa à l'oreille du maître d'hôtel. « Pouvez-vous me dire qui sont ce monsieur et cette jeune fille qui déjeunent là-bas à cette table ?» Le maître d'hôtel répondit. « Je l'ignore, monsieur, c'est la première fois qu'ils viennent aux Glycines. » Jacques eut un dernier regard vers Colette, qui croquait de ses jolies dents de belles crevettes roses. Puis il s'éloigna. Colette le suivit des yeux, et elle soupira. « Pauvre garçon, c'est dommage. » Et s'adressant à son père qui, délaissant les nombreux et appétissants hors-d'œuvre étalés devant lui, griffonnait sur son calepin des mots illisibles, elle fit. « Tu dis que c'est pour ce soir ?» Barjac brusquement releva la tête. « Je te raconterai cela tout à l'heure, fit-il d'un air grave. Et d'un ton mystérieux il ajouta. « Ici, les bosquets pourraient bien avoir des oreilles. »